Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Héloïse Lédier et j'ai le plaisir d'animer une des dernières conférences de cette édition 2025 du SITL, placée sous le signe des métamorphoses et des intelligences collectives. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intervenants sur cette conférence. Une conférence qui porte sur les relations qui peuvent parfois être conflictuelles entre les acteurs de la logistique et les territoires. Et on va voir qu'il est possible de trouver des terrains d'entente. Je suis donc avec Franck Grimont-Prey, président fondateur de Logs, une des marques du groupe De Ray et membre du conseil supply chain de TLF. Pascal Tébibel, vice-président en charge du développement économique de la métropole d'Orléans. Pierre-Louis Debroise, directeur du centre de distribution Amazon d'Ogny, dans le département de la Moselle. C'est ça, hein ? J'ai fait des petites recherches avant de venir. Diana Dizien, directrice générale d'Affilogue. Guillaume Chiche, directeur du développement territorial chez Prologis. Et enfin, Geoffroy Cailloux, chef de service de l'économie de proximité à la DGE, Direction générale des entreprises. Et justement, on va commencer par vous, Geoffroy Cailloux, pour nous faire un petit rappel de ce qu'est la DGE et de comprendre son rôle. Rappel très rapide alors, parce qu'on est nombreux. Merci beaucoup pour d'abord cette invitation à revenir au SITL, parler cette fois de logistique et territoire. Donc là, je représenterai l'État, j'ai l'impression, sur ce plateau. La DGE, c'est en effet une direction d'administration centrale de Bercy. Et notre rôle, c'est d'être des partenaires, des interlocuteurs pour les acteurs de l'économie, en particulier ceux de la logistique, et aider les entreprises du secteur à se développer et à servir le reste de l'économie. Et je pense qu'on va évoquer aujourd'hui un certain nombre de freins à ce développement et la façon dont on peut aider à les surmonter. Voilà, en deux mots. Justement, du coup, la première question, effectivement, pour les porteurs de projets, est-ce qu'il est facile de convaincre les élus, de convaincre les territoires de s'installer ? Alors, qui pour répondre en premier sur cette question, Guillaume Chiche ? Oui, peut-être en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, pour Prologis, la logique est assez simple. Prologis, nous sommes investisseurs long terme, c'est-à-dire que nous faisons l'acquisition de foncier, nous développons des bâtiments et nous les gardons en patrimoine. Donc on se considère comme un nouvel habitant à chaque fois qu'on réalise une opération sur un territoire. À ce titre-là, on essaye tout le temps de faire coïncider, de faire matcher nos orientations avec les objectifs que la collectivité territoriale va se poser elle-même et de voir comment on y contribue. Et donc en réalité, la première question sur est-ce que oui ou non il va y avoir une acceptabilité dans ce territoire ou ce territoire sur l'activité logistique, c'est de savoir est-ce qu'au travers de nos investissements, au travers de la solution immobilière que l'on va porter, au travers des services logistiques, est-ce que oui ou non ça va concourir à l'atteinte des objectifs du territoire lui-même ou non ? Donc c'est facile. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut prendre par étapes et il ne faut pas mépriser le fait qu'on arrive dans un territoire, que l'on crée des externalités positives, bien entendu, et on y reviendra, mais que l'on crée aussi des externalités potentiellement négatives, qu'il faut pouvoir les rendre acceptables, les atténuer, faire en sorte qu'elles soient bien insérées dans le paysage dans lequel on se trouve. Et si on arrive dans un territoire avec un tant soit peu de modestie et de détermination, en général, ça se passe assez bien avec les décideurs publics. Franck Grimont-Prey, vous êtes d'accord avec cette analyse ? En plus, vous avez la double casquette, effectivement, peut-être du coup 2 points de vue différents. Oui, bonjour à toutes et à tous. Franck Grimont-Prey, je suis président fondateur de Logs, mais également directeur général du groupe De Ray, partie logistique et transport. Et à ce titre-là, je dois dire que nous, on est les utilisateurs. Vous avez entendu une belle présentation d'un investisseur promoteur et qui s'installe et qui se considère comme un habitant. Nous, on transforme la boîte que l'on sait construire également en étant les propres utilisateurs et créateurs d'emplois sur le territoire. Alors moi, je rebondis tout de suite parce que c'est vrai qu'il est très important de respecter l'environnement et on est très attaché dans le Loiret comme dans les Hauts-de-France à ce que ça soit le point d'entrée. Mais notre réaction, c'est toujours de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un guichet unique ?
Est-ce qu'on ne pourrait pas systématiquement, région économique, barycentre logistique, supply chain, est-ce qu'on ne pourrait pas déterminer en France, à travers nos belles régions, nos 13 régions, un guichet unique? Il paraît que c'était un débat où il fallait évoquer des idées, échanger des savoir-faire, savoir-être. Je me permets d'ores et déjà, parce que la puissance de feu d'un investisseur comme Prologis ici à table, comparée à la puissance de feu que notre groupe dégage pour l'utilisateur final, pour le service à la cliente de notre client, c'est pas la même chose, quoi. C'est une étape. On fait les deux, mais on voudrait parfois un peu gagner du temps, et surtout tout en respectant, en étant dans l'humilité, dans la dignité par rapport à ce qui se passe autour de cet environnement. Sinon, je pense qu'on parlera peut-être tout à l'heure un peu de tout ce qui nous est difficile, malgré cela. Tout le monde ne part pas effectivement avec les mêmes arguments. Vous vouliez répondre ou je donne la parole à... Oui, Geoffroy. Pardon, je voulais tout de suite rebondir. Vous avez vu, j'ai pris très peu de temps au début, comme ça après je parle plus pendant. Bien joué. Je voulais rebondir rapidement sur ces propos pour dire guichet unique. Sur bien des sujets, ça a l'air d'être une bonne idée. Il y a souvent le problème de la couche qui se rajoute aux couches, etc. Moi, je dirais qu'en revanche, c'est un point fondamental, celui de la gouvernance de la logistique dans les territoires. Peut-être qu'à la place d'un guichet unique, on peut parler d'un lieu unique, mais en tout cas qui est dans une région donnée, un endroit où l'État et ses services déconcentrés, préfecture, DREAL, etc., les collectivités concernées à l'échelle de la région, des intercommunalités, et les acteurs privés puissent anticiper les sujets de foncier logistique, s'y préparer et se parler directement. Je pense que ça a l'air bête comme idée, mais ce serait très précieux. La région Centre, Val-de-Loire était plutôt en avance sur les autres. Je pense qu'on va en reparler. J'ai eu l'occasion il y a quelques jours ici même de reparler avec la région Occitanie, qui est aussi plutôt bien armée en la matière. Nous, notre souhait côté État, c'est de pouvoir catalyser un petit peu cette réaction partout sur le territoire. On l'avait fait avec les conférences régionales de la logistique et qui est partout ce lieu, à défaut de guichet, où tous les acteurs peuvent parler du foncier logistique et anticiper les problèmes. Qui est une concertation. Pierre-Louis Debroise, pour compléter sur est-ce qu'il est facile ou non de s'installer. Oui, bonjour à tous et encore une fois merci pour l'invitation. Non, je reprends ce qu'ont dit certains de mes collaborateurs de conférence. L'impact sur le territoire, c'est un élément important. Et je pense que pour cet élément important et pour qu'un projet soit entre guillemets facile à implanter, c'est la co-construction. C'est de se dire, il n'y a pas seulement un acteur et un porteur de projet, mais il y a aussi des élus, des acteurs locaux, des citoyens. Et c'est comment on construit ça en amont du projet, bien en amont pour aussi avoir une idée de l'impact, des risques et pouvoir les anticiper. Ça peut être sur le transport, ça peut être sur la partie environnementale du bâtiment, mais sur plein d'autres choses comme l'emploi, l'insertion. Et tous ces éléments-là, il faut les co-construire ensemble. Très bien. Diana Dizien, du coup, Afilog a la possibilité d'avoir un certain nombre de retours terrain sur cette relation entre les porteurs de projets et les territoires. Quel ressenti? C'est facile ou pas? Facile ou pas facile, je peux vous témoigner de ce qui nous remonte de nos adhérents, qui sont en très grande majorité des acteurs de l'immobilier logistique, donc promoteurs, investisseurs, mais nous avons aussi des territoires chez Afilog et des utilisateurs. Et nous avons aussi un partenariat donc, avec d'autres associations et fédérations représentant les utilisateurs. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même le sentiment que la cote de désirabilité de la logistique n'est pas encore complètement au top et qu'il faut absolument qu'on continue à améliorer notre image. C'est ce qu'on essaye, je t'emprunte Guillaume cet exemplaire, c'est ce qu'on a essayé de faire par exemple, mais pas seulement avec ce guide du paysage que nous avons publié hier. Donc pour convaincre, il nous faut un peu plus que nos arguments habituels, des arguments économiques, d'emploi, de recettes fiscales, même si ces arguments-là sont très importants, surtout en ce moment. Mais je pense qu'il nous faut justement ce dialogue mentionné par les autres intervenants, mais qui n'est pas seulement un dialogue conversationnel. C'est vraiment comprendre les contraintes de l'autre, voir jusqu'où peut aller l'autre, le territoire avec la sensibilité des riverains, la sensibilité des gens autour du projet. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le dialogue pour vraiment aller vers une compréhension mutuelle.
Guillaume, si je vous redonnerai la parole après, mais d'abord, Pascal Tébibel, pour faire quand même le contrepoids, est-ce que ces attentes-là, vous les entendez Alors, permettez-moi, comme je crois que je représente le territoire, ou les territoires dans cette table ronde, de dire quelques mots sur le territoire que je représente, pour que vous sachiez d'où je parle. Donc d'Orléans Métropole, une métropole de 300 000 habitants, à 1 heure au sud de Paris, au carrefour des échanges européens, qui est situé vraiment un nœud ferroviaire et routier qui en fait un nœud logistique important, et qui fait qu'Orléans Métropole est la 3e plateforme logistique en France, et c'est à noter. Et c'est aussi... pour vous dire que, pour répondre à votre question, tout projet logistique ou projet finalement avec un impact significatif sur son environnement doit, disons, être observé à l'aune de la situation politique locale, des contraintes effectivement réglementaires qui peuvent être locales ou nationales, et aussi de l'acceptabilité bien sûr des riverains. Et là, le mot d'ordre, ça a été déjà dit, c'est la co-construction. Il faut s'y prendre très tôt. Déjà au point de vue politique, déjà de convaincre l'élu que ça s'inscrit dans des dynamiques locales existantes. Il faut être très respectueux finalement des dynamiques locales existantes, et aussi de se servir, d'avoir un dialogue aussi très étroit avec les services. Donc là, nous avons une direction de l'attractivité et du développement qui aide les porteurs de projets à naviguer dans la jungle administrative, et aussi à activer les bons contacts auprès des services instructeurs publics. Ça, c'est très, très important. Il peut y avoir des choses trappes, des choses qui sont mal anticipées, qui peuvent retarder un projet, voire le bloquer totalement. Et aussi, on peut aussi orienter le porteur de projet dans son aménagement pour optimiser son implantation. Donc vraiment, c'est un dialogue continu que l'on doit avoir avec la collectivité pour effectivement éviter tout retard, tout malentendu sur le projet qui vient s'installer sur son territoire. Donc le mot d'ordre, travailler très très en amont, ne pas arriver avec un projet carrossé d'avance. Il faut vraiment, ça va se faire client, ça a été dit, par étapes. Et je rejoins effectivement le côté guichet unique. C'est vrai qu'on est c'est vrai qu'on est une région, et notamment Orléans Métropole, où la logistique est une filière d'excellence. C'est une des filières, bien sûr, remarquées sur la métropole. Mais je crois effectivement qu'il y a probablement matière à regarder comment encore mieux s'organiser du point de vue des différentes strates, que ce soit la région, le département, la métropole, et les différentes collectivités aussi au sein de la région, pour effectivement faciliter les projets logistiques qui sont vraiment des moteurs économiques d'un territoire. Très bien. Guillaume Chiche, vous vouliez ajouter un commentaire? Vous me faisiez un petit signe? Oui, je voulais juste ajouter un commentaire concernant la mise en place ou d'un guichet unique, comme c'était suggéré par Franck Grimont-Pré, ou alors une place où on puisse échanger, comme le suggérait Monsieur Caillou. Moi, je pense qu'il faut pouvoir remettre un petit peu d'autorité hiérarchique dans la prise de décision. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, les acteurs tels que nous sommes plaints du délai de la délivrance, notamment des permis de construire. Il faut dire que les municipalités, les intercommunalités ont fait énormément de progrès aujourd'hui dans leur capacité à délivrer des permis de construire beaucoup plus rapidement. En revanche, là où le bât blesse, c'est plutôt sur les autorisations d'exploitation, et notamment pour répondre aux contingences environnementales. C'est une nécessité, on ne conteste pas, on se plie à l'exercice. En revanche, nous avons le sentiment, quand on échange avec une autorité préfectorale, que le préfet, le sous-préfet est en soutien du projet, renforcé par la volonté des élus locaux, et qu'ils n'ont pas pleinement la main sur l'administration déconcentrée, singulièrement sur les autorités environnementales. Et là, ça devient un petit peu compliqué, parce que à la place où nous sommes, nous avons l'impression de parler avec un décideur qui nous dit que l'opération peut être sécurisée, et au fil des semaines, au fil des mois, on nous dit ça pourrait être acceptable comme si, mais un mois après, finalement, il faudrait que ce soit comme ça pour que ce soit acceptable. Et quand on se retourne vers le préfet, il nous dit oui, écoutez, l'administration est juge et maître, je ne vais pas la contredire, donc il faut effectivement vous plier à ces attendus. Ce que l'on fait, le trouble que ça jette, c'est sur la conduite d'un projet, le sentiment parfois que on ne sait plus tellement qui décide, si on va arriver à la fin de l'exercice, si il va falloir encore continuer pour voir la lumière au bout du tunnel. Et donc, je pense qu'il faudra à un moment donné pouvoir renforcer ce côté prise de décision, un petit peu d'autorité hiérarchique sur tel ou tel projet. Nous, on est des acteurs économiques assez, assez simples. Si on nous dit que ce projet n'est pas possible et point,
on l'arrête. On économise du temps, de l'argent. Si on nous dit que c'est possible, on le fait de manière consciencieuse, mais il faut que ça puisse aller au bout, effectivement. Donc vous avez commencé à évoquer effectivement ce que pouvaient attendre les porteurs de projets de la part des élus. Est-ce qu'il y a d'autres attentes de la part des porteurs de projets? Puis après, on reviendra du côté des élus pour savoir ce qu'eux attendent des projets, même si ça a commencé à évoquer. Diana, pour commencer. Oui, je me permettrai peut-être de répondre pour les deux parties, en tout cas ce qui nous est remonté. Effectivement, comme le dit Prologis, les professionnels attendent de la visibilité et de la stabilité. Et un processus de décision transparent, effectivement. Si c'est non, c'est non. On peut en discuter un peu, mais on ne polémiquera pas. Je pense que, par exemple, l'exemple des ZFE, et de tous ces débats-là et de la visibilité est quelque part un contre-exemple et avec ceux qui ont investi qui sont un petit peu pénalisés. Donc ça, c'est par rapport aux professionnels qui attendent de la simplicité, de la sécurisation de leur projet, de la visibilité, de la stabilité. Ce qu'on perçoit, nous, de l'attente des élus ou des territoires. Bon, après, il y a les territoires. Je ne parle pas évidemment pour mon voisin, mais il y a des territoires qui attendent l'industriel qui ne viendra peut-être jamais là, qui attendent Apple, qui attendent une usine de batterie, qui attendent de l'hydrogène. Et là, c'est compliqué pour nous parce qu'à certains moments, il faut revenir à la raison. Donc, on peut rêver, surtout quand on a une enveloppe foncière contrainte, mais il y a quand même une logique économique qui sous-tend tout ça et il y a des territoires qui sont plus ou moins propices à différents usages. Ce que j'aimerais, c'est que parfois la logistique ne soit pas un pis-aller à un projet industriel qui viendra peut-être beaucoup plus tard ou jamais, mais que ce soit vraiment un choix délibéré parce que la logistique, c'est aussi un processus industriel, des emplois, voilà, on va en reparler. J'ai le sentiment aussi que les collectivités attendent de nous et peut-être qu'on a des choses à améliorer là-dessus. Ils attendent plus de densité. On ne pourra pas toujours faire du multi-étage. Je casse le suspense tout de suite. Voilà. Mais on pourra peut-être le faire un peu plus qu'aujourd'hui, la densité. Ils attendent de nous de pouvoir encore mieux résorber des friches, donc travailler des friches quand il y en a, c'est-à-dire pas toujours. Donc, je pense qu'ils attendent de nous à ce qu'on aille peut-être un tout petit peu plus loin dans la qualité du projet, la qualité environnementale, paysagère, architecturale, la qualité tout court de tout ça. On ne peut plus faire du projet comme avant, on ne fait plus de la promotion brute, on fait du projet avec le territoire, main dans la main. Et du coup, l'attente des porteurs de projets, donc soit Diana, soit Franck ou Pierre-Louis. Pierre-Louis, oui. Je pense que déjà, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas aller dans l'attente dont on va parler, qui seront potentiellement sur les lois, dont je pense qu'on va parler plutôt dans les défis. Il y a notamment des attentes plus simples. Et je vais vous prendre un petit exemple. Quand on a ouvert l'entrepôt d'Oni il y a 3-4 ans, on construit le projet et du coup, il y a des attentes des élus et des acteurs locaux. Et notamment, je vous prends l'exemple du trafic routier. On sait que ça a un impact sur les riverains, mais du coup, nous aussi, on a des attentes pour faire en sorte que ce trafic routier, il impacte le moins possible les riverains. Du coup, une des attentes plus simples, c'est comment on travaille ensemble avec les élus, avec la métropole, avec les acteurs locaux pour faire en sorte que si on ne veut pas que le trafic routier impacte potentiellement les riverains, on fait en sorte de mettre en place de la signalisation, mettre en place des routes intermédiaires, ce genre de choses. Et ça ne peut pas être le porteur de projet tout seul qui doit assumer, par exemple, la gestion du trafic routier. Et on doit vraiment travailler ensemble. Ça, c'est une attente, entre guillemets, simple, dont on parlera ensuite. Il y aura des attentes un peu plus complexes sur la partie loi, dont on parlera après. Très bien. Franck ? Non, beaucoup de choses ont été dites. Déjà, ce qu'il y a de certain, c'est que on est opérateur, donc on va créer l'emploi. Il ne faut jamais oublier celui qui va aussi exécuter la tâche. Et à ce titre-là, moi, je salue tous les progrès qui ont été faits dans toutes nos zones pour la desserte, pour l'accompagnement du collaborateur. On a des emplois du temps qui malheureusement évoluent en fonction de vous tous, nous tous consommateurs. Et à ce titre-là, quand on doit travailler parfois en week-end, en période forte, pour délivrer le jour J à l'heure H, on a cette écoute désormais. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et les pouvoirs publics ont su nous accompagner là-dessus, même en modélisant un peu selon les implantations, que ce soit Amazon, que ce soit notre groupe de Ré ou Logs sur le Hauts-de-France.
faut se satisfaire aussi des points positifs. Tout à l'heure, quand je parlais du guichet unique, et j'aime beaucoup votre propos, c'est vrai qu'il y a la respectabilité. Donc, après nos emplois, c'est quoi? C'est le trafic. C'est le trafic, il faut être honnête. C'est très compliqué pour un promoteur, et parfois même pour un industriel, d'annoncer des chiffres qui ne seront pas la vérité. On part d'un principe, on est tous de bonne foi. Sauf que parfois, on peut doubler les activités pour l'industriel et parfois aussi, on peut tripler pour un distributeur. Et c'est le cas dans des success stories de distribution. Il faudrait que tout le monde comprenne bien qu'on ait beaucoup plus de pédagogie sur nos concitoyens, sur les territoires. Et là, j'avoue qu'il y a encore de la communication à faire. C'est ce qu'on essaie de faire, que ce soit sur l'Orléanais ou sur les Hauts-de-France. C'est des portes ouvertes, faire venir les gens pour qu'ils comprennent dans l'environnement dans lequel ils évoluent, d'un point de vue habitat, mais également d'un point de vue professionnel, avec des débouchés, des opportunités. On dit les territoires, mais Geoffroy Cailloux, est-ce que les territoires, ça veut dire quelque chose, ou est-ce que, en fait... J'ai les questions dures. Mais je vais en profiter pour ne pas répondre en rebondissant sur le propos précédent. En fait, je pense que ce qui capture assez bien l'esprit de ce qu'on est en train de décrire là, le deal qui se dessine un petit peu finalement, il me semble que c'était ce que contenait la charte pour l'immobilier logistique que les acteurs privés et la Filog au premier chef. Des engagements réciproques. Voilà, d'engagements réciproques. C'était ça l'idée, donc en 2021 quand même. L'idée, c'était bien d'avoir cette espèce de deal, puisque on sortait d'une séquence avec la loi climat et résilience où beaucoup d'élus, de parlementaires avaient exprimé cette crainte vis-à-vis d'un développement un peu anarchique des entrepôts qui pousseraient partout sur le territoire. Le deal, c'est de dire, il y a des endroits où ça a beaucoup de sens, non seulement à l'échelle d'une région, mais aussi le mot de nœud logistique a été employé. Je pense que c'est très vrai. Il y a des endroits où ça a du sens, où il y a du fer, il y a de la route, il y a une façade. C'est logique ici de mettre l'accent et de favoriser l'implantation de projets logistiques à condition qu'ils soient exemplaires en termes d'insertion paysagère, d'infiltration des eaux de pluie, etc. Tous les critères qui étaient listés dans la charte de 2021. En contrepartie de quoi, l'État, les pouvoirs publics et les élus locaux doivent faciliter l'implantation sur ces zones précises et avec on va dire l'engagement implicite que là où c'est pas pertinent, on ne mette pas forcément les mêmes efforts. Mais voilà, je pense que c'est ça qui capture un petit peu le deal gagnant-gagnant qui pourrait se dessiner. Et donc, pour finalement revenir à votre question... Vous y avez un peu répondu. Non, mais bien sûr, ce qu'on voit, et puis on se déplace énormément sur le terrain avec les acteurs privés, avec les autres services de l'État, avec les collègues de la DGITM et du ministère de la Transition écologique, c'est qu'il y a une immense diversité de territoires, encore une fois. On l'a vu avec les conférences régionales de la logistique. Il y en a qui l'ont monté en 3 mois. Il y en a pour qui il a fallu 2 ans. Il y a des territoires qui ont un peu la logistique dans l'ADN, si je puis dire. Et là, on a 2 beaux exemples avec le Loiret, avec les Hauts-de-France. Il y en a d'autres. Ces territoires-là, naturellement, ils vont avancer plus vite. Mais après, il faut arriver à aller à une maille plus locale. Et c'est pour ça que l'échelon régional, il est aussi intéressant pour ça, pour comprendre précisément sur quel site on va essayer de mettre l'accent. Et alors après, la difficulté, c'est que bien sûr, il y a les calendriers politiques, il y a des élections, il y a des maires qui changent, qui n'ont pas le même avis. Voilà. Mais ça, malheureusement, on est obligé de l'intégrer. En plus de ce qui leur est demandé, en plus de ce qui vous est demandé en tant que porteur de projet, est-ce qu'il y a des arguments supplémentaires que vous donnez? Donc Guillaume parlait de cette co-construction et d'arriver en ayant connaissance du territoire. Pierre-Louis, vous avez donné d'autres arguments. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont amenés? Là, je poserai la même question à Franck et Diana. Pierre-Louis? Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de la partie économique. Je vais prendre l'exemple, encore une fois, de mon site qu'on a ouvert il y a 4 ans. Économiquement, effectivement, c'est 4000 emplois. Donc, je pense que souvent, on n'a pas en tête que la logistique peut représenter 4000 emplois au sein du même site. Du coup, sur cette partie économique, il y a l'emploi. Il y a aussi la partie fiscalité. Les impôts locaux, c'est plus de 2 millions d'euros d'impôts locaux. Et au-delà de la partie économique, il y a la partie insertion professionnelle. Notamment, je pense, dans ces 4000 emplois, la success story, c'est de se dire qu'il y a 60% de ces emplois qui étaient des demandeurs d'emploi.
Donc en termes d'insertion professionnelle, c'est aussi un très bon message envoyé. Et on peut revenir sur l'impact économique des charges sociales du coup de cette partie-là. Et après, il y a tout un aspect aussi social et implantation territoriale avec des partenariats locaux. Et je vous donne juste une petite anecdote parce que pour moi, elle est très importante et très signifiante. Elle est aussi importante pour le maire de la commune où on a implanté ce site. Il y avait une boulangerie qui allait fermer. Maintenant, la boulangerie, elle a réouvert. Elle n'a pas fermé plutôt. Et elle tourne très bien parce que notamment Amazon fait commande à cette petite boulangerie. Donc tout à l'heure, quand on parlait, M. Chiche parlait de l'implantation territoriale et vraiment d'être là avec les acteurs locaux, c'est aussi d'autres atouts au-delà de la partie économique, environnementale qu'on a tous en tête. Oui, donc il y a de l'emploi indirect et du dynamisme du territoire induit par l'activité logistique qui prend place. Effectivement, je ne l'ai pas dit en termes de nombre, mais en termes de nombre, pour vous donner un chiffre, l'emploi indirect et induit aujourd'hui sur un site comme celui-ci, c'est 1600 emplois indirects et induits. Diana ? Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans les attentes du territoire, qui sont d'ailleurs un petit peu, pas toujours exprimées, des attentes que le territoire pourrait avoir et qu'il n'a pas. Premièrement, sur la production d'énergie, je ne sais pas, même si c'est dans le périmètre de notre charte avec l'État, où on s'est engagé à couvrir un certain nombre de mètres carrés de toiture solaire, malgré cela, je ne sais pas si le message est vraiment passé sur la capacité, l'aptitude vraiment puissante de la logistique à produire de l'énergie. Ça, c'est le point numéro 1. Je pense vraiment qu'il va falloir travailler aussi sur les freins réglementaires qui ne nous permettent pas de produire autant qu'on voudrait et de redistribuer en proximité autant qu'on voudrait. Et deuxièmement, ce que dit Amazon me fait penser à tout l'aspect service aux communautés autour. On a eu récemment des épisodes de stress hydrique, d'inondation. Donc la gestion de l'eau sur les espaces extérieurs des bâtiments peut être aidée par le site logistique. Donc par exemple, surdimensionner des bassins de rétention pour faire face à des épisodes de pluie, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a plein de petits ou grands ou moyens services que l'entrepôt peut rendre aux communautés autour. Donc des besoins pas forcément exprimés, mais qui se révèlent. Il y a Franck et ensuite Geoffroy. Vous avez tout à fait raison, madame. Et on en parle à chaque conseil supérieur de la logistique chez TLF. Et vous savez que vous êtes déjà intervenu. On est très attaché à ce qui est cette considération des territoires, mais cette considération avec des notions de services partagés, notions de création de valeurs partagées, des notions environnementales très fortes maintenant. Et c'est vrai que ce petit guide du paysage qui vient de nous être remis est tout à fait exemplaire. Pour beaucoup de nos derniers sites, on applique ce que vous indiquez dedans. Malheureusement, il y a aussi tout un parc existant. Donc il faut être très vigilant. Il ne faut pas vouloir la révolution. On tourne la page de votre livre et le lendemain matin, ça va être comme dans le livre. La vraie vie, elle n'est pas celle-là. On a des enjeux économiques. On a des choses qui ont été établies avant même que tout ça, on ait pu y réfléchir. On a été plus vite que ce qu'il fallait. On le reconnaît fort bien. Mais sachez qu'on l'a bien en tête. Et je pense que là aussi, en collaboration avec le tissu qui environne complètement nos sites, on en a conscience et on avance. Geoffroy. Oui, juste une remarque rapide. Je vais parler simplement d'industrie, mais on pourrait évidemment parler de commerce aussi, puisque la logistique, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la logistique du commerce. Et lui, il est évidemment partout en France, partout où sont nos concitoyens. Il faut bien marteler le message que le combat pour la réindustrialisation, pour la compétitivité industrielle, il est indissociable de celui pour la compétitivité logistique. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que sans une logistique forte, il ne peut pas y avoir de réindustrialisation forte partout en France. Vous faites plaisir aux intervenants. Oui, mais c'est la vérité. Et ça permet aussi d'aller voir, c'est-à-dire qu'au-delà du projet d'entrepôt lui-même, comme on le disait un peu tout à l'heure, il faut voir qu'il est connecté à un projet économique plus vaste et souvent plus enraciné encore dans le territoire. On peut prendre quelques exemples. Comment parler de logistique autour de Toulouse, comment parler de Daher sans parler de l'aéronautique tout de suite. Les deux sont indissociables. Dans l'Aube, il y a un parc logistique important près de Troyes. Il est indissociable de l'industrie textile, de petits bateaux, des marques qui sont implantées. Absolument, ouais. Mais les deux sont indissociables. Autour d'Orléans, comment parler de la Cosmétique Valley sans traiter de la logistique de toutes ces entreprises de cosmétiques et de chimie.
c'est indissociable. Et donc, dès qu'on arrive à mettre les deux en perspective, tout de suite, on donne un sens au projet logistique et encore une fois, on s'éloigne de la construction aveugle de boîtes à chaussures un peu n'importe où en France, qui est le fantasme de beaucoup, malheureusement, d'opposants par ignorance. Mais voilà, il faut lutter contre ça. Oui, parce que ça fait un moment que ça n'existe plus, effectivement, ces boîtes à chaussures. Guillaume et ensuite Pascal. Oui, j'en profite pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et qui effectivement nous fait extrêmement plaisir. Si on élargit un petit peu l'angle, je pense qu'il faut rappeler une chose, c'est que les implantations logistiques, les bâtiments logistiques contribuent à la décarbonation des activités sur le territoire national. Il y a eu une tendance parmi les politiques parlementaires surtout qui était celle de dire bon, après tout, on pourrait faire un moratoire et puis geler le développement d'entrepôts. Là où c'est une fausse bonne idée, notamment pour des acteurs tels que nous, c'est que si on interdit le développement d'entrepôts ou qu'on ne les permet pas sur le territoire national, ils vont aller se réfugier dans les territoires limitrophes. Ici en Allemagne, ici en Espagne. Et en fait, ça va démultiplier le nombre de flux camions et le nombre d'émissions carbone. Donc en réalité, notre métier jour après jour, ça va être de massifier, d'optimiser les kilomètres routiers parcourus par les poids lourds avec des nœuds logistiques et donc de contribuer à la décarbonation du territoire national. Je dis un seul mot sur les enjeux et les défis que nous arrivons à relever. Nous, filière, et je vais prendre un exemple porté par Prologis, on nous a souvent dit qu'il faut être plus économe en termes de consommation du foncier. Et donc, il faut densifier, monter en étage. C'est quelque chose qui est compliqué à faire, que nous arrivons désormais à faire en milieu urbain. Une opération que l'on est en train de développer dans Paris, dans le 17e arrondissement, Zac des Batignolles, où on vient développer un entrepôt, un hub logistique de 5 étages pour 67 000 m². Et donc on en est très content. Pour pouvoir le faire, il a fallu, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, une concertation très forte dès le début avec la ville de Paris, avec la mairie du 17e, avec les services de l'État quasiment quotidiennement, étant entendu que c'était un projet souhaité par tous. C'était souhaité par la collectivité parce qu'il y avait un enjeu de distribution urbaine et de dépollution ou d'amélioration de la qualité de l'air. Il y avait un enjeu pour les services de l'État, y compris parce que ça faisait office de démonstrateur, pouvoir dire c'est possible de faire de la logistique à étage, surtout en milieu dense. Et fort de tout ça, il a fallu travailler d'arrache-pied pour le sortir. Donc je crois qu'il est toujours bon de rappeler à quoi sert la logistique. À la réindustrialisation, ça a été dit, à la décarbonation de l'ensemble des activités économiques, à mon avis, c'est essentiel. Pascal, oui, un alors, complément. je rejoins déjà un certain nombre de propos qui ont été tenus. Effectivement, on regarde, quand il y a un nouveau projet qui arrive, quelle est la création de valeur sur le territoire pour que ça s'imbrique bien, finalement, avec déjà la vision stratégique du territoire, toutes les filières existantes, les clusters, aussi l'innovation, parce qu'on n'a pas parlé d'innovation. Moi, je trouve que la logistique est un secteur extrêmement innovant. Moi, je suis aussi président de la Technopole, j'ai un incubateur avec des startups. Donc, on accueillerait avec bienveillance, effectivement, des projets communs entre des logisticiens et nos startups locales. Évidemment, l'empreinte des emplois est importante. 10% des emplois, d'ailleurs, sur la métropole sont des emplois liés à la logistique. Encore une fois, c'est pas pour dire. Donc, nous avons deux champions, là, le groupe de Ray et Amazon. Amazon est un des premiers employeurs de la métropole privée avec Dior. Je rappelle que nous avons, bien sûr, vous avez mentionné la Cosmetic Valley. Nous avons l'usine Dior à Orléans qui produit tous les parfums Dior dans le monde entier. Les deux parfums les plus vendus au monde partent d'Orléans, donc Miss Dior et Eau Sauvage, ça c'est à noter. Et donc, le sujet... Eau Sauvage, oui. Oui. Oui, mais et, on en reparlera après. Sauvage. Et vous avez raison. Et vous avez parlé de l'industrialisation. Nous avons été labellisés territoire d'industrie depuis donc 2023, donc c'est un programme 2024-2027. Donc nous sommes très sensibles aussi à comment la logistique va renforcer ou soutenir des projets industriels. Presque 40% à peu près des flux logistiques sont des flux industriels sur la métropole. Donc on regardera ça aussi on va dire de très près, car c'est une des priorités aujourd'hui. Vous rappelez-vous, on a fait le sauvetage de l'usine Duralex. Je crois que ça a été assez emblématique. Ça a été vraiment un effort collectif. Ils se sont sauvés un peu tout seuls quand même. Pardon ? Ils se sont sauvés un peu tout seuls. On les a quand même aidés. Enfin, ça a été un effort collectif de l'État, de la région et des collectivités pour donner le coup de pouce qui a fait que
on a effectivement aidé à la création de cette scope avec effectivement des opérateurs, des ouvriers extrêmement motivés, mais le soutien de la collectivité est très, très important pour maintenir l'activité de Duralex, dont l'activité très orientée vers l'international. Et la logistique aussi est importante, 80% des produits Duralex sont à l'export. Donc là, il y a aussi un sujet de transport. On a dit l'emploi. L'environnement, je ne vais pas y revenir, effectivement, on est on regarde de très près tout ce qui est insertion paysagère, le sujet de l'eau, de la biodiversité, de l'énergie, parce que nous avons une SPL Orléans Énergie, et donc on est aussi très soucieux de coproduire de l'énergie renouvelable. Effectivement, la logistique peut être effectivement un lieu où on peut produire de l'énergie, puisque l'objectif de la métropole d'Orléans est de doubler la production d'énergie renouvelable, donc il faudra bien trouver des partenaires privés pour le faire, et ça peut être une solution. C'est aussi souvent un sujet d'aménagement. Ça peut être l'arrivée d'un projet logistique peut être une opportunité pour structurer un aménagement, refaire des accès, de la fibre. Donc ça peut être et attirer d'autres entreprises autour parce que c'est un nœud. Donc ça permet aussi d'attirer d'autres entreprises dans un endroit qui sera aménagé. Donc ça peut être un acteur structurant. Je dirais aussi que le regard, probablement, sur la logistique a changé, je pense, depuis le Covid, puisque, avant tout, un élu est un citoyen. Et on a vu la fragilité de la supply chain. On a très vite vu quand une supply chain n'est pas complète, on voit bien ce que cela représente dans le quotidien. Et on voit bien que derrière tout acte d'achat, il y a un acte logistique. Enfin, je ne sais pas, si vous allez au café, il faut bien que la boisson arrive de quelque part. Voilà. C'est ça, je crois, qui a changé le regard, je pense, vis-à-vis de la logistique, qui est un vecteur de performance économique d'un territoire. Et aussi le côté des relations avec la communauté. On a eu des logisticiens, alors ce n'est pas pour donner un nom, mais effectivement, mais Amazon et d'autres ont été un soutien lorsqu'il a fallu effectivement soutenir l'épicerie solidaire de l'université, parce que les étudiants étaient dans vraiment des situations extrêmement difficiles en termes de précarité. Donc on attend aussi des acteurs qu'ils soient des partenaires dans l'écosystème, des partenaires institutionnels de soutien des communautés, et aussi de partager finalement la vision stratégique de développement du territoire. Car encore une fois, la logistique est le bras armé du développement économique d'un territoire. J'aimerais bien qu'on garde un petit peu de temps pour parler aussi des différents blocages à lever. Mais Diana voulait ajouter quelque chose. Oui, à propos de Sauvage, je signale que dans la continuité du guide du paysage, nous allons travailler avec le CIBI sur un guide, un référentiel biodiversité. Donc le CIBI aujourd'hui... voilà. Mais oui... et que c'est important parce que ces espaces autour peuvent vraiment produire, en termes de valeur ajoutée, plus de biodiversité que ce qu'elles avaient avant. Donc ça vraiment, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Ce n'est pas apparu jusque-là dans le débat et je pense que c'était, encore une fois, aussi dans la charte, mais il faut que collectivement, on aille un petit pas plus loin. Geoffroy, oui, très vite. Juste 30 secondes. D'abord, pour dire que, pour revenir sur l'idée d'une France sans entrepôt, l'expérience de pensée décrite par Guillaume. Moi, je serais très curieux, et donc je mets un petit peu au défi peut-être Afilog ou Union TLF. Est-ce que quelqu'un a déjà produit une étude économique qui simule cette expérience de pensée de demain, on ferme tous les entrepôts de France? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de trafic camion, émissions CO2, etc. Juste. Voilà. Il y a eu un article dans Plateforme Magazine là-dessus, non? Que serait le monde sans logistique? Ok, mais avec les chiffres, très bien, peut-être je ne l'ai pas vu. Et le deuxième message, par contre, c'était une parenthèse de réclame, puisqu'on parle de start-up. Je veux quand même dire qu'avant-hier, lors de l'ouverture, la ministre Véronique Louwagie a beaucoup parlé d'innovation et la DGE a ouvert un appel à manifestation d'intérêt pour les start-up de la logistique. Donc s'il y en a du Loiret qui veulent postuler pour un accompagnement d'1 an par nos services, c'est ouvert, il y a une page web avec un lien que j'ai mis sur LinkedIn, voilà, donc avec plaisir. Et donc la dernière question, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, sur les différents blocages qui pourraient être levés. Peut-être Pierre-Louis, ça fait un moment que vous n'avez pas eu le micro, donc voilà, c'est tout à fait arbitraire. Non, alors je pense que avant d'aller dans les lois, il y a le premier blocage dont on vient, je pense, tous de parler dans la conférence, qui est le blocage un petit peu psychologique. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui, on pense que la logistique prend de la place, ramène peu d'emplois et comme potentiellement, on pourrait le dire, on pourrait même faire sans logistique, alors que je pense qu'on l'a un petit peu démontré que ce n'était pas possible. Donc il y a ce blocage psychologique. Et puis après, il y a toute la partie loi simplification, notamment simplification des PLU. Tout à l'heure, M. Chiche le disait, mais
le fait de... Et nous, on a un exemple concret chez Amazon. Il y a 2 ans, on a ouvert un entrepôt à la frontière espagnole pour servir la France. Parce que pour autant, on voulait l'ouvrir en France, mais on ne pouvait pas. Et du coup, il y a une simplification, notamment simplification des PLU, simplification de l'aspect au foncier pour la logistique, pour pouvoir construire, alors, mais pas que, mais pour pouvoir construire un peu plus de bâtiments en hauteur, pour prendre moins de densité au sol et pouvoir stocker plus d'articles et générer plus d'emplois. Et du coup, sur cette partie-là, je pense qu'on a des gros défis et je pense que les autres intervenants pourront en attester. C'est vrai que sur la simplification, ça a été abordé par Véronique Louwagie à l'inaugural. Franck, les blocages. Dans nos entreprises, dans notre fédération, on est très attentif à l'évolution de la ZAN. Donc j'en profite pour avoir des élus certains et présents ceux-là, pour reconsidérer un certain nombre de choses dans ces dispositions juridiques. Et je rebondis à la fois sur le fait de bien réfléchir aussi aux territoires d'excellence et aux territoires connectés. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé du tout de la multimodalité. Nous, on est très attachés chez Logs et dans les Hauts-de-France. On a un magnifique projet qui s'appelle le canal Seine-Escaut, Seine-Nord Europe, qui va nous permettre de faire vraiment du report modal, faire des belles équations de report et d'économie de CO2, tout en ayant des professions qui vont être revalorisées. La batellerie, c'est 98% de chefs d'entreprise, je tiens quand même à le dire. Elle disparaît en France, j'espère qu'avec des projets comme ça, elle renaîtra. Tous nos faisceaux ferroviaires existants, historiques par rapport aux anciens bassins industriels qu'il faut revitaliser. Toutes ces friches qui existent, on en a aussi juste touché du bout des lèvres. Il y a encore des beaux projets et je tiens à le dire fermement, convaincu, la logistique sera un vrai relais pour tous ces sujets. Un vrai grand relais, le relais. Et avec TLF et tous ses adhérents, nous les professionnels, comptez sur nous. Très bien. Diana, pour compléter, peut-être, puisqu'on parlait d'organisation qui rassemble différents professionnels. Sur les freins, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne sais pas si on peut parler des sujets qui fâchent, mais comment ne pas évoquer... Geoffroy répondra. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a une réponse ferme et définitive à notre problème qui est quand même réel, c'est celui des recours. On a quand même un sujet sur les recours en contentieux. Voilà, ouais. Les contentieux qu'il va bien falloir régler. Donc la simplification, elle passe aussi par là. Je ne peux pas ne pas le mentionner. C'est peut-être le problème numéro 1 d'un certain nombre de nos adhérents. Donc simplification des réglementations, simplification par voie législative, simplification de l'organisation administrative, mais il nous faut aussi avancer un petit peu sur ce sujet des recours. Je ferai une réponse optimiste. Non, Guillaume ? Ouais. Alors, je ne vais pas répondre à l'intervention de Diana. Je partage complètement le propos. Non, beaucoup de choses ont été dites sur les enjeux et les attendus. Je voudrais en souligner un concernant les friches industrielles. Pendant longtemps, on nous a dit, écoutez, il y a un certain nombre de friches. Après tout, vous pouvez aller développer des opérations dessus, présentant ces friches comme des sites presque clés en main. Or, ce n'est pas tellement le cas. Nous, Prologis, on en a fait l'expérience. Alors, parfois, ça marche très bien. Ce qu'on a fait à Moissy-Cramayel, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Diana. On sort une plateforme carbone neutre, j'en profite, parce que Paul Janssen, notre patron de la construction, en était en charge sur une friche PSA. Et là, on vient contribuer à de la réintégration de biodiversité. On renature une friche industrielle. Et parfois, c'est la catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'on se positionne sur un terrain foncier déjà artificialisé, 400 000 m². On veut développer 200 000 m² de bâtiments. On nous dit que sur cette friche artificialisée, il y a quand même de la biodiversité qui est réapparue. Donc on ne va pas pouvoir faire 200 000 m², on va pouvoir en faire 100 000. Et puis quelques temps après, on nous dit non, en fait, ce n'est pas 100 000, parce qu'il y a plus de biodiversité. Et puis il y a finalement une zone humide qui s'est répandue. Donc ça ne va pas être 100 000, mais ça va être que 60 000. Et donc, petit à petit, vous vous dites, mais dans quel pétrin on est allé se fourrer ? On nous avait présenté ce site comme étant presque clé en main. Et en fait, on a exactement les mêmes enjeux, les mêmes défis que sur un terrain qui n'a jamais été artificialisé. Ouais. Donc, à mon sens, quand on présente une liste de friches ou une liste de terrains clés en main, et nous, on l'appelle de nos voeux, de pouvoir planifier un petit peu nos investissements, y compris dans l'espace géographique, il faut pouvoir les apprécier comme tels.
D'accord. Donc c'est une demande de clarification. Il y a la simplification, mais il y a aussi la clarification. Geoffroy, soit en réponse à ce que disait Diana, soit peut-être, ou les deux d'ailleurs, d'autres freins que vous avez pensé. Oui, non, il y a déjà beaucoup de sujets. D'abord, quand même, mentionner que sur les délais d'octroi de permis, il me semble que le sujet il a été identifié depuis un certain temps, que des choses ont été faites avec des métriques de mesure des progrès qui sont réalisés, avec également, il n'y a pas si longtemps, quelques mois, les décrets d'application de la loi Industrie verte, qui normalement doivent aider sur cette phase amont, en amont de la délivrance des permis. Après, il y a la phase aval, c'est-à-dire j'ai obtenu mes permis et je fais face à des recours contentieux. Donc, le recours contentieux, c'est un droit constitutionnel en France. Force est de constater que dans certains cas, il a pu être détourné de cette vocation et que certains savent très bien jouer des délais pour repousser à l'infini des projets auxquels ils sont opposés. Ça, c'est une distorsion qu'on ne voit pas d'un très bon œil du côté du gouvernement. Et d'ailleurs, la ministre, ce n'est pas un sujet tabou. On a parlé en ouverture. Il y a un décret qui doit s'y atteler. Il est soumis en consultation. Donc ça avance et on est tout à fait conscient du problème. Après, un autre sujet, je pense que c'est celui qu'évoquait Guillaume, c'est cette insécurité juridique liée à des interprétations qui peuvent être divergentes en fonction du lieu où on se trouve. Pour une même règle, d'accord ? Et donc ça, c'est surprenant parce qu'en théorie, une même règle devrait trouver la même application partout sur le territoire. Et donc pour ça, là encore, je me réfère à cette charte qui, décidément, est vraiment un livre de chevet important pour moi. Diana, dans la charte de 2021, on avait mis en place un mécanisme très intéressant, vraiment, de simplification avant l'heure, qui permet à des porteurs de projets directement ou par l'intermédiaire des fédérations de remonter des points d'interprétation divergentes de la règle par des services instructeurs entre la région A et la région B, à charge à l'administration de répondre. Et cette réponse, ensuite, elle est mise en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique. Elle est opposable. Donc, ça permet de construire une sorte de jurisprudence. Après, il y a des cas où la réponse qu'on obtient, en fait, n'est pas celle qu'on attendait. Mais dans ces cas-là, on entre dans un autre débat qui est celui de la simplification, avec une règle qui est claire, mais qui ne nous va pas. Et donc, une règle qui est claire, qui ne nous va pas, eh ben, on en discute, on essaie de voir comment porter de la simplification. Et donc là, le scoop, c'est que c'est le bon moment pour en discuter, puisqu'il y a effectivement un véhicule qui est en examen à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un autre commentaire très rapidement, parce qu'on Oui, arrive au bout de la conférence. Une réponse un peu plus politique. Je pense que la logistique est souvent un angle mort des politiques publiques. Et il faut une véritable politique d'aménagement du territoire avec la logistique en étant une composante essentielle et avec le volet infrastructure qui est fondamental. Je prends l'exemple des ports. On a la plus belle façade maritime du monde. Et le grand problème, c'est la connexion finalement du maritime à l'interland, enfin le territoire national et international. Donc il faut la connexion, l'intermodalité entre le fluvial, le maritime, le ferroviaire, le routier. C'est fondamental. Et je crois que, d'ailleurs, je milite pour le retour à un ministère de l'équipement, pour réarmer notre pays à la hauteur des défis qui sont devant lui, parce que l'infrastructure, c'est essentiel. Et souvent, c'est un petit peu, on parle de transition, on se gargarise de transition, et on oublie l'intendance, qui sont les infrastructures, les réseaux, qu'il faut entretenir, qu'il faut connaître, et bien sûr qu'il faut en construire, qu'il faut connecter, qu'il faut numériser. Et là, ce sont les vrais défis. La logique est un vrai support de cette réflexion, notamment en termes de logistique urbaine. On n'a pas parlé de logistique urbaine, on a très peu progressé dans les villes. Et là, le numérique est essentiel. C'est là comment on partage les données entre les acteurs privés. Enfin, il y a des vrais sujets pour encore augmenter l'acceptabilité de cette logistique dans les villes où c'est encore un peu le bazar organisé. Parce qu'on parle beaucoup. En fait, on se focalise sur le transport de personnes qui est bien organisé en France puisque c'est par une régie, une DSP, il y a très peu d'acteurs. Par contre, la logistique, c'est beaucoup d'acteurs. C'est complexe. Et là, je crois que c'est un des prochains défis auxquels il faut s'atteler et qui augmentera l'acceptabilité de cette logistique si nécessaire. Encore une fois, derrière chaque acte d'achat, il y a de la logistique. Et je crois que la logistique sera là pour concilier la performance économique d'un territoire et l'acceptabilité locale. Parfait, merci pour ce mot de la fin. Je vous remercie tous les 6 et merci à vous pour votre attention.